Il n'y a rien de meilleur que d'aller ramasser son huître au fond de la mer. Je vais essayer d'en trouver une ou deux. L'eau n'est pas très chaude et le plaisir est tel de pouvoir déguster l'huître de Pratarkoum. Le bonheur absolu. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Manger c'est voter depuis le Finistère, sur ces côtes bretonnes où je viens de cueillir une huître délicieuse. Nous allons rencontrer le sénateur maire Michel Canévé et parcourir ce terroir légendaire, mystique, sauvage, à la rencontre d'hommes et de femmes qui vont nous faire goûter les trésors de leur terroir et qui vont nous montrer comment ils se battent pour défendre ce patrimoine de la Bretagne éternelle. Le temps de rejoindre le littoral et nous partons. À tout de suite. Monsieur le sénateur, bonjour, Périco Légas. Bonjour, bienvenue en Finistère. J'ai fait une périlleuse traversée pour vous rejoindre. Eh bien, c'est le meilleur moyen en Finistère de se déplacer, de prendre le bateau. Merveilleux paysage. C'est ça l'estran. C'est ça l'estran, tout autour de nous. Voilà, on y trouve des coquillages, des coques, des palourdes, enfin de quoi passer un bon moment. C'est merveilleux. Vous êtes sur votre territoire là? Oui. Bon, bah justement, j'ai des questions à vous poser. Je voudrais qu'on marche un peu sur le bord de la plage. Eh bien, allons-y. Michel Canévé, quand on est sénateur du Finistère, on est d'abord sénateur de la mer ou plutôt sénateur de la terre? Je dirais des deux à la fois, parce que le Finistère, c'est l'alliance de la terre et de la mer. Et je suis maire de Pleugneux-en-Verne, et donc Pleugneux-en-Verne est une commune rurale, mais c'est une commune qui arrive à 300 mètres de la mer. Donc ici, la terre et la mer sont intimement mélangées. Vous êtes maire depuis combien de temps? Je suis maire depuis pratiquement un quart de siècle. Comment vous est venu? Vous étiez prédestiné à faire de la politique ou vous aviez une autre vocation au départ? Non, je n'étais pas prédestiné à faire de la politique du tout, puisque je suivais des études économiques et commerciales. Alors, carrière municipale, et puis tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, vous passez au national, vous devenez sénateur. Oui, je me suis dit qu'il fallait porter au plus haut les messages de la Bretagne, notamment ceux de l'agriculture et de la pêche, et c'est pour cela que je me suis présenté aux élections sénatoriales. C'est des dossiers qui sont aujourd'hui encore vifs dans l'actualité. Il y a des crises, il y a des souffrances, tant du côté des pêcheurs que du côté des éleveurs. Il y a des points sur lesquels vous pensez que vous avez eu des avancées ou des ouvertures? Oui, on voit bien que la Bretagne a bâti son développement sur les productions de masse. Celles-ci ont permis l'expansion agroalimentaire de notre région et permis à un certain nombre d'agriculteurs comme de pêcheurs de pouvoir vivre. Aujourd'hui, nous sommes en concurrence avec des pays à bas coût, donc il importe que nous puissions élever en gamme notre production, et ça c'est important que nous puissions nous adapter à la demande des consommateurs qui demandent des produits de qualité. Nous allons justement, je vous emmène à l'Anilis, dans le nord du département, un endroit que vous connaissez bien, et on va voir Yvon Madec, qui est un ostréiculteur, qui a été confronté lui aussi à des drames, mais qui continue à se battre pour préserver ce patrimoine, et puis on va goûter des huîtres ensemble. Je vous invite à me suivre. Une spécialité du Finistère. Ben voilà. C'est lui, Yvon Madec. Bonjour. Ça va, Yvon? Ça va, c'est le Bonjour. sénateur, bonjour. Ça, c'est le retournement, c'est ça, des poches? Oui, une des phases de l'ostréiculture. Pourquoi faut-il y retourner? C'est l'affinage, comme le champagne, on remue. Donc c'est la finition, si je comprends bien. Voilà. Oui. Vous êtes en activité depuis combien de temps dans la famille? Mon arrière-grand-père, qui était instituteur, avait des demandes de parc en 1880. Quelle est la spécificité de ce lieu? La mer pénètre dans la terre et ça génère des produits organiques très importants. Et c'est là où se fabrique le plancton, qui donne ce goût inimitable à Pratarkoum. C'est un terroir comme le vin. Ça s'appelle un écosystème, je crois. Hein. Oui. En fait, vous êtes un paysan de la mer, si je comprends bien. Oui, il ne faut pas oublier qu'une huître, ça filtre 8 litres à l'heure. Donc elle a le temps de s'imprégner
du terroir aussi. Il faut que l'eau soit impeccable pour ça. Il faut que l'eau soit belle. De temps en temps, on a des crises. Par exemple, des volumes des Escherichia coli qui arrivent, on se demande d'où ça vient. Et forcément, ça vient de la terre. Hein. C'est quoi le taux de mortalité? Si on part de 100 naissins, sur la plate, vont arriver au bout à peu près entre 8 et 10. C'est-à-dire que le naissin, le bébé huître meurt, à raison de la mortalité infantile, c'est 90% de l'huître. Ce que vous vendez là, c'est 10% de ce que vous auriez pu avoir. Oui. Si on remonte le temps, quel était le taux de casse de votre arrière-grand-père? Si vous, c'est 90% de perte pour 10% de réussite. Je pense que c'était l'inverse. Carrément. Oui. C'est un patrimoine formidable, monsieur le sénateur, mais fragile peut-être aussi. Oui, c'est fragile, bien entendu, parce que ce sont des éléments naturels, donc il faut y faire très attention. Il faut pouvoir traiter l'ensemble des déjections animales qui sont produites. Le fameux lisier de porc. Hein. Voilà, tout à fait. Et puis, il faut limiter les apports d'engrais sur les terres pour éviter le lessivage et éviter que tout cela se retrouve sur les cours d'eau. Donc, si on veut qu'il y ait demain de l'ostréiculture, il faut qu'il y ait aussi de l'eau qui soit extrêmement propre. Et c'est tout l'enjeu de ce qui est fait et des normes qui sont instituées. Yvon Madec nous montre les photos de l'année 1978, la tragédie de l'Amoco Cadiz, un pétrolier qui s'est échoué au large de Port-Salle. Des centaines de milliers de tonnes de mazout se sont répandues sur tout le littoral. Tout la mer était recouvert de pétrole. Là. Tout la mer était noire ici. Noir. Noir. Tout ça, tout est noir. Tout ce qu'on voit là, c'est du pétrole. C'est un tapis de pétrole. C'est une des plus grosses catastrophes écologiques en termes de quantité de pétrole ou non? Je pense, oui. On est recordman du monde. Hein. On a eu du mal à s'en remettre d'ailleurs, parce que l'Amoco, c'était en 78. Et on s'est à peu près remis en 85. Et c'est pour ça qu'en 85, quand moi j'ai repris l'affaire, j'ai décidé de me diversifier un peu dans le coquillage et dans le crustacé pour ne pas avoir tous les œufs dans le même panier. Vous considérez aujourd'hui que la prévention et la sanction sont efficaces et dissuasives? Des mesures de durcissement des réglementations ont été prises, effectivement, parce qu'à l'époque, ça a été le combat volontaire des élus et des professionnels d'ici pour aller aux États-Unis engager un procès. Ça ne s'était jamais fait encore. Et donc, à partir du moment où il y a eu la condamnation, certes assez modeste, hein, depuis, effectivement, on peut engager des poursuites. En tout cas, aujourd'hui, tout est rétabli. Maintenant, oui. 38 ans après, c'est fini. Oui. Tout ce que je souhaite, c'est pas en avoir un deuxième. Tout à fait. Yvon Madec, un coup de muscadet élevé au fond de la mer, dans un milieu ambiant où elle a pu se conserver. Messieurs, à la Bretagne. À la Bretagne. La Bretagne, c'est une terre de gastronomie. Avec des produits nobles, parce que ça, c'est quand même quelque chose de totalement fabuleux. Moi, je dis que c'est une œuvre d'art. Regardez la beauté de cette huître. On a, voilà, l'aspect nacré, c'est beau, quoi. Et en Bretagne, nous mangeons les huîtres et les produits de la mer avec du pain beurre. J'espère et du beurre salé. Et du beurre salé. Breton. Beurre demi-sel. Oui. Surtout bien prendre le talon qui est ce qu'il y a de meilleur quand même. Yvon Madec, c'est le goût des amers et de l'océan qu'on a dans le... C'est des sites qui sont incomparables. Dites-moi, vous êtes un sénateur heureux. Oui, on a vraiment des richesses ici fantastiques. C'est des produits sains. Des produits naturels. Le sénateur Michel Canevet nous amène chez Benoît Cuzon parce qu'il est l'unique producteur de fraises de Plougastel bio. Nous avons le palais légèrement salé et on est tenté par un peu de douceur. Cherchez votre dessert. Voilà. La douceur. Ça fait plus de 200 ans qu'on fait des fraises à Plougastel. Et il y a encore des fraises. Voilà. C'est les dernières sifflerettes. Quelques-unes. Voilà. Donc là, la récolte est finie. Hein. Ça, c'est emblématique de la sifflerette. Voilà, tout à fait orange. De Plougastel. Voilà, pas rouge. Hein. Voilà. Très beau nez. Je présage que la saveur va être intense. Ça peut être bien. C'est tout à fait fabuleux. Voilà. Surtout après les huîtres de Printemps qui étaient déjà pas mal. Ce contraste, parfum de muscat, de rose, et puis comme elle est un petit peu chaude, c'est un bonheur. Hein. Je vante cette qualité de fraise parce que je suis émerveillé. Qu'est-ce qui fait la caractéristique de la fraise de Plougastel? C'est le terroir, c'est la géologie? Oui. On est sur du schiste et on a un goût qui est assez, je pense, qui est pas mal, quoi. Le vrai maraîchage, c'est quand la plante
et dans le sol. Voilà. Voilà. Et quand on est hors sol, ça veut dire que c'est cultivé sur un sol artificiel. Ah oui, on appelle ça sur des tables. sur des gouttières, ils appellent ça. Des gouttières, Voilà. énormes, et on travaille debout. C'est cultivé à hauteur, en fait, dans de la tourbe. Alors la tourbe, c'est comme le pétrole. Hein. Et aujourd'hui, on est en train de creuser à la pelleteuse des mètres cubes de tourbe dans l'Europe de l'Est. Moi, je suis à 5 plants au mètre carré ici. Là-bas, on est à 10 à 12 plants au mètre carré. Donc forcément, sur un si petit volume, là, hein, pour que les éléments nutritifs soient présents, il faut... Il y a combien de producteurs en pleine terre? Une il y en dizaine? a très peu. Ouais. Très peu. Ouais, Mais moins de combien? 10. Moins de 10. Moins de 10. Moins de 10, oui, il n'y en a peut-être pas 10. Souvent, le public se dit « Ah, il y a une serre, c'est pas naturel, il y a du traitement ». La serre, c'est juste pour protéger des intempéries, éventuellement concentrer un peu de chaleur, mais c'est bien de la pleine terre, dans le sol, et il n'y a pas de traitement parce qu'on est en bio. Donc c'est une garantie, au contraire, de qualité, et non pas un artifice qui permet de faire une fraise trafiquée. Ce qu'on pourrait mettre en place, c'est une taxation sur les activités dites polluantes. Ça existe déjà dans notre pays, et donc de l'intensifier pour que privilégier l'utilisation des produits qui sont neutres pour l'environnement et taxer plus ceux qui portent préjudice à l'environnement, sachant qu'on est dans une démarche quand même où petit à petit, au fur et à mesure que la recherche avance en la matière, il s'agit de substituer tous les produits qui sont nocifs à l'environnement, nocifs pour l'environnement, vers des produits plus vertueux. Plus durables. L'agriculture légitime, c'est quand même le sol, hein, c'est quand même travailler la terre, me semble-t-il. Voilà. On a une qui me fait de l'œil, là. Vous pouvez me l'accueillir? Alors, Celle-là, là. celle-là, Je ne m'attendais pas à ça. Première sensation magnifique qui me vient à la bouche, elle a goût de fraise. Un goût fabuleux, Elles sont énormes. un bon goût sucré. Vraiment délicieuse. Péricot, c'est très très bon. C'est exceptionnel. Ah oui. Il faut qu'il en reste pour aller sur les marchés. Je ne sais plus quoi dire. Là, j'ai plus de vocabulaire. Là, je suis sur le cul, là. C'est un vrai régal. alors ça va être bien. C'est bien des fraises de Plougastel. Vous Ouais, n'avez ouais. pas fait un plan spécial Non. pour l'émission. On est quand même au milieu de l'Atlantique, à l'extrême ouest de l'Europe, avec des climats assez humides. Il y a quand même un miracle naturel qui s'explique par le respect des valeurs de l'agriculture biologique. Tu vois. S'il peut y arriver, c'est qu'on peut le faire ailleurs aussi. Voilà, donc on est ici à Douarnenez. On voit On est bien sur le le port, port, hein. la port ville ancien. directement. Voilà, là c'est le Rosemeur, le port ancien. Effectivement, c'était là que, de tout temps, il y avait beaucoup de navires, des volageurs pour la plupart, qui allaient pêcher la sardine, le maquereau. Bonjour, la pêche a été bonne? Nul. Rien. Ah, il y a un peu de homard quand même. Ils sont beaux les homards. Magnifique ça. Chinchard. Un petit lieu. Un petit lieu jaune. Oh, ce que c'est beau ça. Sublime, hein, la couleur. Petit bateau, il n'était pas très content de sa pêche aujourd'hui, mais Ah oui, ça ira mieux demain. On a aujourd'hui des bateaux plus modernes que les chaloupes qui étaient utilisées dans le temps. Combien de bateaux ça pouvait représenter? Plusieurs centaines de Plusieurs bateaux. centaines. Et aujourd'hui, il en reste combien? Et aujourd'hui, il en reste 10 plus un bolincheur. La flotte de Douarnenez, c'est 10 et un bolincheur. Absolument. Voilà ce qu'on appelle la bolinche. C'est un filet qui pêche entre deux eaux, puisque la sardine se déplace en banc entre deux eaux. C'est pas un poisson de fond, c'est un poisson de milieu de marée. Et ce filet est là spécialement pour ramasser les bancs de sardines. Et voilà, il n'en reste plus qu'un. Aujourd'hui, c'est le constat d'une situation nouvelle et triste. Mais bon, il y a encore des gens, monsieur le sénateur, qui perpétuent cette tradition. Oui, mais on a du mal à trouver effectivement des jeunes qui vont à la pêche et qui peuvent remplacer tous les actifs qui partent à la retraite. C'est un métier difficile, C'est un métier mais difficile. passionnant et exaltant. Mais pour il ceux reste qui des pratiquent. conserveries encore. Hein. Il reste des conserveries, 3 à Douarnenez. Bon, on va en voir une. Oui. Michel Canévé, la conserverie à Douarnenez, c'était une activité gigantesque. Oui, il y a eu de très nombreuses conserveries, plusieurs dizaines de conserveries ici. Aujourd'hui, il en reste combien? Aujourd'hui, il en reste 3 importantes, dont Chancerelle, qui est la plus importante conserverie familiale de France. Donc des milliers d'emplois disparus au travers des Voilà, il y a eu temps. de nombreux conflits sociaux ici. À chaque fois qu'une conserverie fermait, bien entendu, les ouvrières manifestaient. Très ancienne municipalité communiste. dans Oui, l'histoire. oui, donc ça a accentué les combats des ouvrières contre la fermeture des... C'était quoi les pennes sardines? Les pennes sardines, c'est la tête de sardine en breton et ça qualifie ainsi les ouvrières de conserverie et on appelle cela les habitants de Douarnenez aujourd'hui. Les pennes sardines, ça veut dire pugnaces, des gens pugnaces Voilà, qui de se battaient. surcroît. Vous connaissez une adresse, on pourrait voir une boîte et peut-être en goûter une. Oui, on peut aller voir à la pointe de Pamar, là par exemple, la conserverie Chancel. Bon, on y va.
La boîte à sardines à l'ancienne à l'huile d'olive. Oui. Et également sardines à l'ancienne à l'huile d'arachide. Voilà, ça c'est le traditionnel, le classique. Exactement. Là, on est sur de la conserve bretonne. Vous êtes sur la conserve bretonne en boîtier fraîche, la dernière campagne l'année dernière. Voilà, produit ramené sur les ports de pêche du secteur ici. En souvenir de cette grande époque de la conserverie. On se goûte ça à l'apéritif, monsieur le sénateur? Merci infiniment. Voilà, on en fera bon usage. Vous allez vous régaler. Perico, vous avez peut-être une petite faim? Oui, tout à fait. Eh bien, Douarnenez, la spécialité du Quignaman, c'est vraiment une spécialité bretonne. Le Quignaman est un gâteau qui est aussi bon qu'il est beau. Vous incorporez comme ça, avec le goût des couches de beurre, la pâte à pain, et comme ça même. En fait, c'est une pizza bretonne, si je comprends bien. C'est uniquement de la pâte à pain, du beurre et du sucre. Mais on peut constater qu'il n'y a pas tant que ça de beurre. Ça, cher monsieur Lebert, c'est le Quignaman des diététiques, d'après ce que vous m'expliquez, et qu'on peut maigrir avec, je veux bien ouvrir le débat. Enfin, c'est quand même riche. Merci Pascal. Oui, on voit que c'est enfin, quand même... Caramélisé. Ah oui, voilà, oui. ça c'est très important. Ça brille quand même. Hein. Oui. Bon. Hein, c'est intense. Hein. Quelle profondeur. Faut quand même dire que c'est pas une pâtisserie totalement diététique. Hein. Mais qu'est-ce que c'est bon. C'est pas si gras que ça, le Quignaman. Hein. Et puis en plus de ça, il est croustillant, il est frais. Mais oui. Il y a le sucre qui fond aussi, le contact du beurre, Voilà. avec l'impression de... C'est ça, c'est un effet d'optique. En définitive, c'est pas le beurre qui a plein les mains, c'est le sucre. C'est le sucre. Bon, ben, ça nous fait une petite barre énergétique pour continuer la journée. Merci, messieurs, pour votre accueil et vos explications judicieuses. Voilà, Perico, ici, on arrive chez Alexandre Peusiat. C'est un jeune qui a de l'envie de développer les différentes races porcines et de valoriser le produit. Voilà, donc l'événement ici, c'est que c'est un jeune qui reprend l'exploitation de son père et il est en élevage bio, alors que l'image de la Bretagne, c'est un peu souvent du cochon industriel. Et là, c'est la preuve qu'on peut faire du cochon propre et bon sur ce territoire. Voilà, Bon. cochon qui est bien apprécié. Il fait également de la... Il transforme également ce produit. Oui. Jolie ferme en plus. Oui, très beau bâtiment. Bonjour Alexandre. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va, impeccable. Bonjour Alexandre Perico-Légas. Bienvenue à la ferme du Goret. Ah oui, le sénateur m'a dit qu'il se passait des choses intéressantes chez vous. Oui, c'est un peu le paradis de la cochonaille ici, c'est ce qu'on dit. Du cochon et de la cochonaille. Voilà. Une spécialité de Bretagne. Ah ben et comment? Nous, on aime le cochon en Bretagne. Dans le cochon, tout est bon. Le cochon Voilà. tout est bon. Ah voilà le fameux champ de céréales bio. Ça va être destiné à l'alimentation des cochons, de mes cochons. Ah, tout est complanté, c'est mélangé. Voilà, on appelle ça un mélange céréalier ou un métail. Un métail. On peut apercevoir de l'avoine. Ça, c'est du triticale. Ensuite, je mets un peu de protéagineux comme de la févrole. Il y a du petit pois aussi. On peut en ouvrir un. Ah oui, petit pois. Que des bonnes choses. C'est formidable ce qu'il mange. Michel Canévé, ça reste quand même l'exception. C'est une... Oui. Hein? Oui, il y a très peu qui fonctionnent comme cela. La plupart fonctionnent avec le soja et puis le maïs. On est chez un pionnier là. Oui, quelqu'un qui ressort les pratiques anciennes et qui veut les utiliser. On va aller voir les bêtes maintenant. Voilà. Il existait déjà le four à pain? Oui, Ah, on les entend. Ils nous ont reconnus. voilà mes cochons sur paille. Ah, ils sont vivaces, hein. Je pense que le bien-être animal est respecté. Hein. Je suis toujours épaté par les guillerets qu'ils peuvent avoir et c'est curieux en plus comme animal. Bonjour, oui, Ils sont c'est sympas, nous. c'est un animal sympa à élever en plus. Quel âge ils ont là? Oh bah là, ceux-là, ils sont à 6-7 mois. C'est- Ah, ils sont vifs, hein. Ils sont très vifs. C'est des jeunes. Alors ils sont sur la paille, hein, Voilà. en permanence. Ouais, Donc vous êtes vraiment en production fermière. voilà, c'est ça. J'essaie d'être le plus autonome possible et le moins d'intermédiaires possible. Est-ce que le traitement du lisier ne coûte pas plus cher? C'est-à-dire que tous les efforts qu'il faut faire pour corriger les dégâts de l'élevage conventionnel intensif, est-ce que finalement ça ne coûte pas plus cher? Mais bien sûr, mais il y a des producteurs qui ont investi beaucoup, qui ont donc des traites à rembourser et il faut de la production pour pouvoir rembourser ces emprunts. Il faut d'abord que le consommateur accepte de payer. Il ne faut pas non plus que tout le monde s'oriente tout d'un coup vers le marché bio parce qu'il ne faut pas que le marché bio voit
voit ces prix s'écrouler, parce que sinon ce serait absolument dramatique pour l'ensemble des producteurs. Donc il faut que l'évolution soit, je dirais, progressive et conforme à ce que le consommateur est prêt à acheter. Ah voilà les jeunes. C'est une vocation quand même d'élever du cochon bio en Bretagne. Bah là, du coup, ouais, c'est vrai que je suis un peu un extraterrestre pour produire du cochon bio en Bretagne, mais c'est vrai que... Ben, c'est un défi. C'est un défi aussi, ouais. Qu'est-ce qui vous a motivé pour relever ce défi? Bah, déjà, ce qui m'a motivé, c'est reprendre un système que mes parents avaient, qui était déjà en agriculture biologique depuis 1992. Oula, donc c'est un pionnier, votre papa. Voilà. Après, le défi, c'est de montrer que c'est pas un système marginal et que on peut s'en sortir. Voilà, pour tout, c'est la qualité de l'eau, c'est le bien-être. On parle beaucoup du bien-être animal, mais moi je mise beaucoup aussi sur le bien-être de l'éleveur. Parce que comme vous voyez, ça sent pas l'ammoniac, on n'est pas en combinaison. Non, mais pour travailler. C'est vrai, monsieur le sénateur, que la Bretagne a eu cette image de production intensive, les problèmes de lisier et tout. Oui, c'est l'image qu'a la Bretagne, effectivement, d'une région qui est polluée. Or, moi je constate que les éleveurs ont fait beaucoup d'efforts pour diminuer les pollutions diffuses. On les a peut-être un peu poussés pour ça, oui. Mais en tout cas, ils ont été incités par les pouvoirs publics parce que, effectivement, l'image de la Bretagne était devenue mauvaise. Bien sûr. Les producteurs, ils ont été conduits à devoir produire pour nourrir la planète, pour permettre aux entreprises agroalimentaires, qui sont nombreuses en Bretagne, les abattoirs industriels, de pouvoir assurer la fourniture des produits dans les grandes surfaces, notamment. Comment ça se fait que cette filière du porc breton, quand on voit la qualité que peut faire Alexandre, pourquoi plus avant on n'a pas commencé cette reconversion, cette évolution vers une forme d'élevage qui apportait du rendement, du respect de l'environnement, que d'aller dans les angoisses qu'on a entendues. C'est ça qui étonne. Pendant de nombreuses années, les producteurs ont bien gagné leur vie parce qu'il y avait des cours qui étaient rémunérateurs. Et puis aujourd'hui, le marché il est international, donc on voit que les coûts de production ailleurs sont beaucoup plus faibles. Donc il a fallu s'aligner sur le prix international. Et du coup, les producteurs n'arrivent plus à gagner leur vie. Le porc allemand, monsieur le sénateur, de nos alliés les Allemands qui nous envoient du cochon. Espagnol également. Traité industriellement dans on ne sait pas quelles conditions, souvent. Avec des travailleurs détachés de Roumanie et de Bulgarie payés moins cher. Donc concurrence déloyale vis-à-vis de nos éleveurs bretons. Voilà, et donc ça correspondait aussi à l'attente des consommateurs qui voulaient les prix les plus bas. Il y a eu la démarche de pionniers comme le père d'Alexandre qui propose, mais c'est une offre locale, des produits de qualité, et petit à petit, les gens viennent vers cela, donc ça ouvre des perspectives pour d'autres producteurs. En tout cas, Alexandre, c'est ça qui vous motive, quoi. Oui, totalement. Hein. Là, je suis heureux dans ma production, donc c'est ce qui compte, et c'est ce que je souhaite à tous les éleveurs, c'est-à-dire d'être heureux dans ce qu'ils font, quoi, au final. Alors là, on est sur quelle variété? La Kermérien. Kermérien. Une variété plutôt amère, originaire du petit village de Kermérien. Alors après, on assemble ces variétés pour faire des cuvées. Donc vous êtes en bio? Oui. Les vergers ne sont pas traités ici? Non. 4 mésanges à l'hectare, moi, me font le ménage. En période de ponte, c'est 9000 insectes au jour. Donc après, c'est un biotope. Quand il fait chaud comme ça, du cidre, c'est fabuleux pour se désaltérer. C'est la récolte de quoi? 2015? Là, c'est la récolte 2015, oui. Yermat, puisqu'il... Yermat. On est sur le cidre doux amer. C'est un délice. Beaucoup d'élégance. Nous voilà sur le port de Loctudie maintenant. Célèbre port de pêche de Loctudie. Voilà, tout à fait, l'un des ports du pays Bigoudin, qui est le premier ensemble de pêche fraîche en France. Et donc la spécialité de ces ports, c'est notamment la lotte, mais aussi et surtout, ce qui est le plus connu, c'est la langoustine. Langoustine. Et nous allons y retrouver John, le seul et unique caseilleur qui va tous les jours pêcher du côté des Glénans. On voit à l'usure sur son bateau que c'est un garçon qui travaille. Bonjour John. Bonjour. Enchanté. Ça va? Ça va et vous? On rapièce. Ouais, on fait... les casiers sont à peu près aussi bien que le bateau. Vous avez attrapé quoi de beau aujourd'hui? Du homard, c'est la pleine saison. C'est les deux monstres là? Les deux plus belles prises du jour. Impressionnant. Donc c'est deux mâles là, je crois, j'ai l'impression. C'est deux gros mâles. Deux gros mâles, magnifique. Quel Voilà. poids? Il est pas loin des 3 kilos. C'est un marché difficile quand même ou non? C'est un marché assez difficile pour les artisans.
Le volume du homard en France représente à peine 10% du marché global. Le homard breton, quoi, je veux dire. C'est ça. Ouais. Quand vous vendez aux professionnels, un tarif professionnel, vous vendez combien, par exemple? Depuis 2 ans, on arrive à un prix moyen de 20 €. Qu'est-ce que ça a été vos prix les plus bas? Il y a 3 ans, et c'était 11 €. 11 €? Là, c'est dur. Donc on dit que c'est un produit de luxe, mais finalement, quand il part d'ici, c'est pas un produit de luxe. Non. Non, non. Alors au marché, aujourd'hui, qui c'est qui fait la loi sur le prix du homard? Pas nous, en tout cas. C'est-à-dire? C'est un peu l'Europe qui décide aujourd'hui ce que moi je gagnerai demain, quoi. Ah d'accord. Quand la grande distribution a besoin de vous, elle vient quand même vous trouver ou non? Elle vient me trouver et j'accepte aussi les règles du jeu. Ou pas, ça dépend. Ou pas, mais souvent ils ont des arguments efficaces pour l'entrée en criée. Ils ont les reins solides par rapport à d'autres petits marailleurs. Donc ils peuvent mettre plus cher pour, ils peuvent offrir pour nous donner envie de leur vendre. Après, leur stratégie, c'est devenir amis. Et après, on s'en doute moins. On voit peut-être moins le coup venir quand on pense qu'on peut faire confiance à quelqu'un. Ils ont réussi à éliminer la petite concurrence. C'est eux qui décident du marché. Donc s'il n'y a plus qu'eux à acheter, ils sont en position de force. C'est embêtant ça, monsieur le sénateur, parce qu'ils sont quand même présents partout, les grands distributeurs. Il y aurait moyen d'un petit peu de les tenir un peu plus serrés dans le comportement commercial? Ils sont présents partout en Bretagne et en France parce que les consommateurs aujourd'hui plébiscitent beaucoup la grande distribution. À nous d'essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas des prix anormalement bas, par exemple. Il faut que l'ensemble des prix de revient soient intégrés dans les prix et que le consommateur sache exactement qu'il y a à côté de la possibilité de bien se nourrir. Le sénateur, il représente le Parlement français. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il bouge et qu'il change dans ce qui se passe dans votre vie? Pour que vraiment vous disiez, je ne travaille pas pour rien, ou je suis rétribué à ma juste valeur. Il n'y a aucune aide. Personne ne nous donne un coup de main financièrement. Finalement, on aide les plus grosses corporations qui n'existent pas depuis des millénaires pour continuer à pêcher plus. Et nous, on ne reconnaît pas vraiment notre travail. Chacun son métier. Vous êtes là pour créer des choses pour nous aider. Mais je pense que ce serait important d'écouter ce que nous on sait et ce qu'on a à dire, au lieu de se baser sur des personnes qui ne connaissent pas forcément la mer comme nous on le connaît depuis des générations. Nous, c'est notre outil de travail et c'est encore triste à dire, mais la seule aide que je puisse avoir, c'est encore une aide qui vient directement de la grande distribution. Quel est leur intérêt de faire ça? De se faire bien voir avec les marins. On peut visiter le navire, commandant? Oui, tout à fait. On vous suit. Ici, c'est la plage avant, c'est là où je travaille les casiers, donc je range les casiers ici. Là, c'est mon loft. La cabine de commandement. Voilà. Je propose que John nous rejoigne au repas pour nous faire goûter ces bêtes. Plaisir. Ça. Avec Super, plaisir. hein? Bon, eh bien à tout à l'heure. On vous y attend tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà le fameux estran. Ça c'est bien. La Bretagne qui a été terre de souffrance et de détresse longtemps, pour vous c'est une terre d'espoir et un exemple à suivre. Oui, parce que je pense qu'il y a des gens volontaires ici qui ont envie d'en vivre, qui sont fiers de leur région et qui pensent que la région doit être une région dynamique sans pour autant qu'on la sacrifie. Alors la Bretagne et le Finistère, eh bien, terre d'exemple, terre d'espoir. Eh bien, nous reviendrons dans le Finistère une prochaine fois pour nous assurer que ce combat continue et que l'espoir est vraiment porté par cette société bretonne qui a toujours su se battre. Ça sera certainement pour un prochain Manger, c'est voter et ce sera sur Public Sénat. Kenavo. Avec